Parlons cette fois euh, d'essais. Euh, Pourrions-nous prendre un moment, Alain Deneau, pour réfléchir tout haut et commenter l'essayisme tout simplement? L'essayisme de manière atemporelle, mais l'essayisme aussi en 2020. Vous faites œuvre d'essayiste. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'essayisme aujourd'hui? Mais l'essai, c'est intéressant parce que ça me fait penser un petit peu, on remonte à loin, mais quand Aristote en vient définir la tragédie par rapport à l'histoire, il nous dit, bon, il ne faut pas s'arrêter à des formes, à des questions superficielles. La question, c'est pas de savoir si c'est en prose, si c'est en vers. Bon, l'essai, on a de la difficulté à le définir. Souvent, on a l'impression que, d'ailleurs, ce qui me fait un petit peu rire, c'est que ceux qui sont les plus durs envers les essais comme étant un genre mineur où on fait n'importe quoi, on se jette sur la page tout ce qui passe par la tête. En fait, ce sont souvent des gens qui seraient bien incapables d'en produire un. Si on est plus sérieux, quoi, et si on va au-delà des préjugés ou de la réputation assez mauvaise qu'a laissé dans les milieux où on prétend aux choses très sérieuses, l'essai, en fait, il se définit, il me semble, par ceci, qu'il situe euh, une série de propositions, bon, une pensée, à un point démocratique, je dirais, c'est-à-dire un point où euh, c'est un point où tous les entendements se valent. C'est-à-dire qu'on situe une pensée où l'initié comme le profane arrive à participer à une réflexion. Le hasard et la nécessité de Jérôme Monod, par exemple, est un écrit sur les sciences qui peut autant parler à un biologiste de pointe, à une astrophysicienne, comme à quelqu'un qui, je ne sais pas moi, fait son secondaire et lit des journaux dans sa vie et qui tout d'un coup s'intéresse aux sciences et prend le temps de le faire. C'est-à-dire qu'on trouve dans l'essai un registre qui est celui d'une écriture démocratique où on génère un discours qui prétend à la pertinence pour tout esprit. Ce qui n'est ni le cas dans l'écriture de pointe, ni le cas dans la vulgarisation et le journalisme. Donc, la grande différence entre l'essai et la vulgarisation, c'est que la vulgarisation part de l'écrit de pointe, l'écrit savant, codifié, ou n'entre pas qui veut, il faut avoir des prérequis, et ainsi de suite, et se dit, bon, ben, où est-ce que je vais placer la ligne où je vais estimer qu'au-delà, c'est trop compliqué pour le commun? Bon, je vais indiquer au commun comment et jusqu'où il peut tendre vers le point où nous sommes, nous, savants, sans jamais, évidemment, pouvoir y arriver parce que nous sommes dépositaires de cette pensée. L'essai n'est pas du tout dans ce type de rapport-là, et son économie, justement, et tout autre. Et elle consiste à développer des propositions souvent fondamentales sur des enjeux de telle manière qu'on en comprenne la dimension commune. Ça, c'est un premier point. L'autre point, malheureusement, les auteurs d'essais n'en sont pas, à mon sens, suffisamment conscients, c'est quand même que l'essai est un genre littéraire à part entière, tout en ayant un pied dans le domaine des sciences. C'est un domaine littéraire où compte beaucoup le style, ou peut compter le style, si tant est qu'on s'y consacre. Et le style, dans l'essai, pense. Et la force de l'essai, c'est de rompre avec le formatage scientifique qui est assez stérile et qui est même contre-productif, qui consiste en toutes sortes de tics nuisibles, je pense, au sens, notamment cette tendance à surparaphraser tout le temps, en disant attention, dans le paragraphe qui vient, je vais parler de ceci, ceci s'en vient, attention, le voici, ceci. Bon, voilà, j'ai parlé de cela, c'était là, vous l'avez vu, je le redis, voilà, c'était cela, et cela va s'enchaîner avec un autre ceci qui s'en vient, attention, bon, et ça continue. Et si on faisait abstraction de toute cette espèce d'appareillage paraphrastique, on n'aurait souvent pas grand-chose, quoi. Et donc, dans l'essai, on travaille beaucoup l'ellipse,
On travaille beaucoup plus, au fond, des effets qui participent de la pensée, parce que la surprise, parce que l'ironie, parce que parfois aussi l'espèce de précipitation et les haltes, hein, et les excursus que se permet l'essai dans son caractère éventuellement baroque, hein, nourrit l'entendement et l'esprit, quoi, et participe d'une vélocité qui fait partie du monde. C'est pas vrai que quand on rationalise, on fait abstraction de tout le reste. Je veux dire, nous sommes quand même un. Bon, et il y a quelque chose de plus précis encore, c'est que c'est là où je vais aller dans le sens du caractère littéraire de l'essai, vraiment pour plaider, hein, sur le fait qu'il participe de la littérature, c'est qu'on sait qu'en littérature, quand on l'analyse d'une certaine façon, la question de la focalisation compte. La focalisation, hein, c'est où se situe le récit et la conscience, hein, du jeu narratif ou de la narration par rapport à, disons, une intrigue dans un roman. Hein, est-ce qu'on est le criminel qui est traqué de toutes parts? Est-ce qu'on est le policier qui ne comprend rien à ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est une sorte de narrateur omniscient qui est au-dessus de tout le monde et bon, un peu divin? Ça la compte beaucoup, pour dire... témoigner de l'efficacité, ou en tout cas des caractéristiques d'une œuvre. C'est la même chose pour l'essai. C'est que dans l'essai, il y a un souci de la focalisation. Où est-ce qu'on se trouve? Et cette focalisation, elle n'est pas simplement, au fond, liée à des enjeux de perspective. Elle est aussi connotée. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de vue sur les choses, hein, sous un certain angle, hein, avec un certain niveau de distance, mais qui est lui-même qualifié. C'est-à-dire qu'il peut être ironique, il peut être terrifié, il peut être admiratif, il peut être condescendant. Et jouer de tous ces possibles-là, c'est-à-dire la qualification de la focalisation, compte pour beaucoup. J'ai fait un livre sur la gouvernance. Moi, je n'ai pas voulu une seule seconde donner l'impression que je considérais cette notion-là sérieuse. Il fallait tout de suite la regarder de haut parce qu'elle est profondément avilissante et pauvre. Et il faut que ça se sente, et pas seulement qu'on le montre dans une sorte de démonstration froide, où en plus, il faudrait hisser cette affaire, au fond, abjecte, qui est le SEM, le barbarisme, la gouvernance, à un certain stade pour en discuter comme s'il s'agissait de quelque chose de constitué, de substantiel. Donc ça, c'était une façon de faire. Mais quand vient le temps de parler des multinationales, par contre, là, c'est un regard en contre-plongée, parce qu'on est face à des Frankenstein que ne contrôlent même pas ceux qui les administrent. Et l'heure est de dire, c'est grave. Et donc, on ne va pas en parler à la légère, puis on va faire 600 pages s'il faut. Bon, bon, mais toutes ces... On pourra en parler longtemps, mais toutes ces considérations-là font partie de ce que permet le genre de l'essai et que ne permet pas du tout l'espèce de prose aseptisée du domaine des sciences, par exemple, ou le sensationnalisme expéditif du journalisme.